Bonsoir, carte sur table, 30 mars 2021. Merci, madame, messieurs, d'être des nôtres. 21h, 23h, ce sera le temps du débat. Un seul thème ce soir, on en parle grandement, le Covid-19. Le Cameroun, évidemment, comme tous les autres pays à travers la planète, fait face à cette pandémie. Covid-19, médecine moderne, médecine traditionnelle, où se cache la solution, si tant il est qu'il pourrait y en avoir. On va donc s'interroger ce soir avec nos panélistes d'ici et quelques-uns, ou alors un autre d'ailleurs, mais déjà à noter cette statistique. Ce soir, à 21h14, nous excusons pour le léger retard, il y a exactement, selon les statistiques OMS, 47 669 personnes qui sont atteintes ou alors qui ont été atteintes de Covid au Cameroun, dont 35 261 personnes guéries pour 721 décès ce soir. Ce sera donc le point central de l'émission de ce soir. Vous savez que la polémique également tourne autour des vaccins. Le Cameroun semble avoir pris parti pour les 3 vaccins les plus connus sur la scène planétaire ou sanitaire. On va évoquer toutes ces questions-là. D'abord, avec le docteur Marie Bagard, qui est du côté des États-Unis, et les médecins de santé publique, non moins responsable au PCRN. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Dipita et bonsoir à vos téléspectateurs. Je passe aussi un chaleureux bonsoir aux copanélistes ce soir. C'est avec un réel plaisir que je reviens sur votre plateau pour parler des questions de santé publique, notamment celles concernant la pandémie du Covid-19. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Merci à nouveau de nous faire l'amitié d'être des nôtres. Le docteur Jeannette Woguin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci également d'être là. Vous êtes enseignante, davantage anthropologue, c'est votre spécialité. On va évoquer ces questions, d'autant plus qu'on parle d'une problématique, j'ai failli dire, assez serrée ce soir. Merci vraiment de cette amitié que vous nous faites à nouveau. Docteur Franck Kwam, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Bonsoir aux copalénistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. J'aimerais ici qu'on prenne 5 secondes pour rendre un hommage à toutes les victimes de la pandémie au Cameroun et encore plus à celles du personnel soignant qui paye un lourd tribut parce que, voyez-vous, en 2 semaines, j'ai appris le décès d'au moins 4 excellents confrères décédés de Covid et il y a beaucoup actuellement qui sont souffrants. Donc j'aimerais qu'on prenne 5 secondes pour leur rendre un petit hommage. Merci. Hommage mérité. On s'incline également sur la mémoire non seulement de ces médecins, mais évidemment, vous l'avez dit, de toutes les victimes de cette pandémie au Cameroun, mais à travers le monde. Je rappelle que vous êtes évidemment médecin également, et davantage aussi, tout au moins, militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. À votre gauche, le docteur Roger Etoile. Bonsoir, doc. Bonsoir, Dipita Tongo. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir aux copanélistes. Heureux également de vous avoir à nouveau. On a juste tiré les cheveux. Avec cette remontée de la pandémie, on vous sait plus ou moins très, je ne veux pas dire débordé, mais très sollicité. Donc, de nous avoir trouvé une minute ce soir, comme les autres panélistes, vraiment, nous en sommes encore plus heureux. Mamadoul Aminou, bonsoir. Bonsoir, député Tongo. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux panélistes. Merci pour cette brèche accordée à la médecine traditionnelle. Vous êtes d'ailleurs le médecin traditionnel ce soir. Je vous remercie. Merci infiniment d'être des nôtres. Alors, d'abord, à tous les panélistes, je vais poser cette question d'entrée. Quelle perception faites-vous de cette remontée de la pandémie, notamment dans notre pays? Comment la ressentez-vous à votre niveau? Comment s'exprime-t-elle? Je veux dire que c'est de par vos activités avec les patients, pour ceux qui sont malades, ou alors c'est dans la famille. Comment ça se ressent de façon simpliste? Je commence peut-être avec vous, hein, Jeannette Woguin. Il faut dire que plusieurs personnes continuent de douter de l'existence de la maladie, malheureusement. Et très peu, on va dire, observent les mesures barrières qui ont été préconisées qui ont été proposées par
le Premier ministre chef du gouvernement. Donc, et l'autre réalité, c'est qu'il y a un manque sérieux de points pour pouvoir laver les mains, parce qu'on conseille bien de laver les mains quand on est assez régulièrement et puis de se désaltérer. Moi, je suis dans un quartier où depuis pratiquement 6 mois, c'est à peine si on a de l'eau de temps en temps. Donc il y a déjà cette difficulté-là, mais il faut dire que cette pandémie est réelle, même si on ne côtoie pas forcément. Pour ce qui me concerne, les personnes qui sont très malades, j'ai quand même un collègue qui a été hospitalisé, donc je l'ai côtoyé tout au long de sa maladie. Donc l'épidémie corona, comme on dit au quartier, est bien présente, même si certaines personnes continuent de douter. Mais maintenant, c'est l'application des mesures barrières qui pose problème pour la majorité. Mamadou? Oui, du point de vue de l'acteur de la médecine traditionnelle que je suis, je côtoie au jour le jour des patients asymptomatiques de Covid-19 et des patients déclarés Covid positifs par nos différents laboratoires de la médecine moderne. Donc il est clair, il est même plus que clair que le Covid-19, telle qu'elle s'est ressentie à sa première phase, elle s'est même accentuée. Donc le Covid-19 existe bel et bien et les gens en souffrent énormément dans des familles. Des solutions sont proposées ci et là. Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, le nombre de consultations sont en nette croissance. Bon, pour des personnes un peu avec des maladies opportunes, parfois 2-3 jours maximum, ils sont terrassés et c'est comme ça qu'ils perdent leur vie. Donc nous avons croisé des malades très souffrants qui ont retrouvé leur santé. Nous avons aussi croisé des malades qui ont perdu leur vie. D'accord. Docteur Krom. Écoutez, M. Dipita, c'est avec le cœur serré qu'on parle de la Covid ces derniers temps, parce que contrairement à la première vague l'année passée, nous sommes, on va dire quoi, vraiment en face d'un semblant de catastrophe, parce que on a beaucoup plus de malades atteints. Je suis sûr que même dans l'environnement de chacun, il y a beaucoup plus de personnes. On écoute, voilà, tel a été dépisté, tel est malade, et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de personnes qui dans leur entourage entendent qu'il y a tel qui est mort de Covid, tel qui est mort de Covid. Vous avez des histoires assez tristes, des familles qui perdent pratiquement 6-7 membres à cause d'un funérail, à cause d'un mariage, à cause d'une cérémonie dont on aurait pu se passer. C'est des histoires quotidiennes. Et le pire avec cette deuxième vague, c'est que, comme le docteur Bougain l'a dit, les gens n'y croient pas tellement qu'ils arrivent à l'hôpital très souvent tard. Et c'est vraiment difficile pour le corps soignant de recevoir quelqu'un et de ne presque pouvoir rien faire. Parce que parfois vous les recevez, à peine vous essayez de faire quelque chose, après 2 heures ils sont décédés. Et parfois au quartier on a essayé ceci, on a essayé cela, pour ceux qui ont même eu la possibilité d'essayer. Mais parfois d'autres vous disent non, c'est pas le Covid. Parfois lorsque vous annoncez à quelqu'un, preuve à l'appui, vous avez tous les bilans, vous dites voilà, c'est le Covid. Il vous dit non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est très difficile pour les personnels soignants actuellement, d'autant plus que c'est pas toujours évident d'avoir le matériel de protection. Parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde est un potentiel malade. Et je vous assure, allez dans tous les hôpitaux, vous verrez rarement du personnel avec des casaques. Beaucoup de personnes n'arrivent même pas à avoir un masque. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir du gel hydroalcoolique. Parfois même à l'hôpital, il n'y a pas d'eau. Vous voyez, tout ça est vraiment, vraiment difficile à gérer. Et nous ne pouvons qu'appeler les Camerounais à prendre conscience que c'est assez sérieux. On prie tous ceux qui ont le moindre symptôme, que ce soit une fièvre,
Surtout la fièvre, parce que beaucoup ont de la fièvre, ils disent que voilà, c'est un petit palu, on triture 2-3 semaines au quartier, et quand on arrive, il est tard. Si vous avez le moindre symptôme, une fièvre, une fatigue inexpliquée, une perte du goût, allez vous faire dépister. Je vous assure, plus tôt vous êtes dépisté, plus tôt vous êtes traité, et plus vous avez des chances de vous en sortir. Mais si vous arrivez tard, ce sera compliqué. Roger, et toi, sur la perception, sur le ressenti? Oui, déjà qu'il y a une perception statistique, parce que nous sommes rendus au mois de mars. Nous avons quasiment atteint, pulvérisé tous les records de la pandémie. À la première vague, le record enregistré de cas en une semaine était de 2024. C'était dans la semaine du 6 juillet. Voilà. Et ces 3 dernières semaines, nous avons connu en continu plus de 4000 cas par semaine. Donc nous avons pulvérisé le record des cas entre la première et la seconde vague. Nous avons pulvérisé déjà le record des décès parce qu'on a rendu nous entrions au 26 mars, au 26 décembre, nous étions à environ 450 décès. En ce moment, nous sommes à presque 741 décès. Donc, nous avons connu en 3 mois quasiment le même nombre de décès, c'est-à-dire que nous avons connu en 9 mois, toute l'année dernière. Donc, le nombre de décès a explosé, le nombre de cas a explosé. Et le pire est à venir, c'est ça en fait qu'il faut noter, parce que il faut savoir que quand vous voyez les statistiques du Covid, si vous voyez un peu les tweets du ministre, il y a une variable qu'on appelle le taux de létalité. Le taux de létalité, c'est le nombre de personnes positives qui décèdent. Et ce taux de létalité est quasiment constant, d'à peu près 1,5, ça tourne autour de 1,5%. Et ça veut dire que les 4000 personnes qui sont positives par semaine, il faut faire une projection en se disant que 1,5 personnes de ces personnes vont décéder dans les 3-4 semaines. Ça veut dire que où nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, on a eu 4000 cas. Hein, ça veut dire qu'il faut se dire qu'il y aura à peu près, en fait, si on cumule 8000 cas, et tout ça en 2 semaines, ça veut dire que dans les 3-4 semaines, nous avons à peu près 130 décès. 130 décès, ce n'est pas qu'une variable statistique. C'est quelque chose d'objectivable. Ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis, des gens qu'on connaît. Il y a des gens qui sont populaires, célèbres. Comme, je crois qu'il y a un maire qui en est décédé, il y a un ministre qui en est décédé, ça, c'est des gens qu'on connaît, mais il y a un nombre incroyable d'anonymes qui décèdent, qui sont des gens qui sont connus soit par nous, soit par nos amis. Donc, ce n'est pas qu'une variable, ce n'est pas qu'une réalité statistique, c'est une réalité physique, visible et qui fait très mal. Qui nous fait mal parce qu'on a l'impression, effectivement, que est-ce que la maîtrise de cette pandémie est en train de nous échapper. Parce que les capacités d'absorption ou de maîtrise de notre système de soins, est-ce qu'elles ne sont pas dépassées? L'autre chose, c'est effectivement, c'est que l'humanité fait face à une pandémie dont elle n'a toujours pas le traitement. Et c'est un problème. On va peut-être aborder ces questions tout à l'heure. Mais c'est un problème. C'est une source de stress permanente. Ça nous rappelle les premières heures de la pandémie du VIH-Sida, où on associait VIH également. Et je vous assure que jusqu'aujourd'hui, la communauté scientifique reste encore démunie parce qu'elle n'a pas d'armes. Malgré vous voyez, en France, l'annonce par jour, c'est 300 morts, 200 morts. C'est les pays qui n'ont pas encore dit que notre plateau technique est insuffisant. Mais quand on voit 300 morts en France, il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Marie Bagar, sur la même question, la perception, le ressenti.
Oui, je ne vais peut-être pas revenir sur les statistiques. Docteur Etoile l'a dit, les statistiques sont parlantes et les chiffres ne mentent pas. Donc, sur cet aspect, je ne reviendrai pas. Par contre, je vais amener un peu un aspect macroscopique, c'est-à-dire, en santé publique, il y a des indicateurs qui permettent de prévoir. Et si vous vous rappelez, Monsieur Dipita, quand j'étais sur votre plateau en décembre, je notais déjà le fait que quand je suis arrivée au Cameroun, je n'ai pratiquement pas vu l'observance des mesures barrières, c'est-à-dire le port de masque et la distanciation sociale, et qu'il était peut-être, la population pensait que le Covid, ou la Covid, comme vous appelez, excusez-moi, était fini. Cet indicateur est clé sur ce qui va se passer dans les prochains mois. De notre point de vue en santé publique, ce n'est pas très étonnant ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, y compris parce qu'il y avait eu un relâchement énorme dans l'implémentation des politiques qui avaient été prises, notamment celle de la distanciation sociale d'une part, et d'autre part, celle de la communication de masse sur l'existence même de la pandémie et comment s'en prévenir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas étonnant et nous le voyons également. Donc, les copanélistes l'ont dit, c'est beaucoup plus grave. Tout le monde autour de nous a perdu quelqu'un. Moi, j'ai un promotionnaire qui a perdu ses 2 parents, un médecin. 2 parents sont décédés à l'intervalle d'une semaine de Covid, donc c'est réel, ce n'est pas des anecdotes. Et j'espère qu'on va essayer de décortiquer un peu les causes. Et comme peut-être le docteur Edouard disait, c'est pas, le gouvernement n'est pas un peu dépassé et comment on peut impliquer les autres parties, c'est-à-dire la société civile et peut-être les praticiens pour essayer d'aider à juger un peu cette 3e vague qui arrive à grands pas au Cameroun. Et justement, pour embrayer sur cette voie, je vais reprendre Jeannette Woguin. Davantage pour la perception, puisque il est question de surtout interpeller, sensibiliser le maximum de personnes. Docteur Woguin, la problématique de ce soir, c'est justement parmi les solutions qui, s'il y a des solutions, hein, je veux dire que la pandémie n'a pas encore trouvé une véritable thérapie, mais parmi celles qui pourraient éventuellement permettre au maximum de personnes d'y échapper ou de s'en sortir, il y a la médecine traditionnelle, il y a la médecine moderne, vous qui, dans votre spécialité, rentre dans les souvenirs anciens, antérieurs, pour comprendre l'évolution ou alors le comportement des humains, des hommes du Camerounais. Comment est-ce que la perception que les Camerounais aujourd'hui ont vis-à-vis des solutions médicales qui s'opèrent? Les médecins s'en plaignent. Les gens ont des premiers symptômes. Ils restent à la maison, ils s'empiffrent de toutes les thérapies traditionnelles qu'on leur propose, citron, gingembre, tout y passe avant de voir que le pire s'installe et d'aller vers la médecine. Ce que je veux savoir, c'est quelle est l'appréhension, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais, des Africains, des malades face à ces 2 pistes de solutions-là, la tradition et le moderne. Oui, merci Monsieur Dipita pour votre question. Il faut dire que la chose qui est un peu dramatique et qui me désole dans notre pays, c'est que on n'a pas fait appel aux sciences sociales. Parce que dans un environnement, et même que ce soit l'environnement camerounais, africain en général ou européen, et même dans le monde, on fait appel aux sciences sociales où on va chercher à savoir qu'est-ce que les citoyens à qui nous avons affaire pensent de la maladie. Personnellement, j'ai fait un travail là-dessus où on parlait de regards croisés sur la pandémie, où j'ai interrogé les populations de Douala et Bafoussam, parce que ces 2 villes, Douala est considérée comme le 2e foyer de contamination et Bafoussam le 3e foyer après Yaoundé qui était le premier, parce qu'il y avait déjà une collègue à l'université de Yaoundé 2, Dr Bonono Cécile, qui avait fait un travail. Je ne pouvais donc pas retourner sur un terrain où elle avait déjà recueilli un certain nombre d'avis là-dessus.
Et je peux vous dire qu'il y a 3 catégories de population, 3 conceptions, on va dire. Il y en a qui pensent que la maladie, c'est non seulement la maladie des Blancs, la maladie des voyageurs ou alors la maladie des blanchis. Blanchis ici étant mis pour les personnes qui vivent ou qui veulent vivre comme les Blancs. Donc, ils sont plus concernés que citoyens lambda. Et d'autres pour qui c'est un complot ourdi par l'Occident pour réduire la population noire au regard du nombre de décès enregistrés dans les pays européens comparé aux pays africains. Et la 3e catégorie est plus ou moins dans le déni, parce que pour ces derniers, c'est une punition, parce que il y a des gens qui ont des pratiques contre nature, qu'ils appellent contre nature, comme l'homosexualité. C'est l'Armageddon, la fin du monde, l'apocalypse. Non, non, non. Eux, ce n'était pas du tout l'apocalypse. Ceux que j'ai interrogés, ils pensent que en Occident, l'homosexualité est en train de devenir, est plus ou moins devenue une norme, parce que c'est légalisé. Et quelques citoyens africains ont tendance à adopter ce modèle qu'ils appellent contre nature. Et donc, la maladie a été créée et Dieu, selon eux, laisse faire pour permettre à tout ce beau monde-là de se rattraper. Donc, conclusion, pour ces derniers, ça ne va attraper que certains, les uns et pas les autres. Donc, et ce n'est pas parce que Pape Diouf et Manu Dibango sont décédés qu'on va croire qu'eux aussi, ils sont concernés. Donc, si on n'a pas déjà des travaux sur la perception que les populations concernées ont de la maladie, on ne peut pas vraiment atteindre les objectifs qui sont ceux d'amener les gens à respecter les mesures barrières. Parce que, et de deux, le discours, ou plutôt la communication qui a été faite autour de la maladie n'a pas tenu compte du contexte ou alors a davantage participé à stigmatiser non seulement la maladie, mais aussi les personnes qui sont malades. Ce qui fait que cette maladie est considérée un peu comme la maladie de la honte, au même titre que le VIH-Sida, et n'amène pas les gens à se rendre rapidement à l'hôpital ou alors à faire appel à nos tradis praticiens qui ont eux aussi un certain savoir. Donc il est important que ces disciplines-là soient convoquées pour avoir l'opinion ou alors on va dire le discours des éventuels bénéficiaires et sur la base de ce que ces derniers auront dit, on va donc utiliser les différents canaux pour pouvoir les sensibiliser en leur disant effectivement, même si vous pensez que la maladie est comme vous la percevez ou alors comme vous la concevez, sachez que la maladie existe bel et bien parce que les gens en meurent et voilà les mesures qu'il faut pouvoir prendre pour réduire le taux de contamination par cette pandémie-là. Mamadou Hamido, vous les patients que vous recevez, je veux dire, ont-ils déjà, pour l'essentiel, une forme de, je ne sais pas si vous avez toutes les statistiques, mais même dans l'aperçu, ce sont des gens qui se sont d'abord retournés, qui sont d'abord allés à l'hôpital, à qui on a dit vous êtes positif, qui suivent les thérapies là-bas et qui viennent chez vous après. C'est quel type de personnes? Ils se retournent, ils croient systématiquement aux pratiques traditionnelles et pas au modernisme. Je veux dire, c'est quel profil? Les profils sont variés, c'est que dans toutes les composantes de la société. C'est-à-dire on y retrouve des plus hauts placés, les dirigeants, qui ne peuvent que parler en off, comme on retrouve des simples personnes qui ont ce type de difficultés déjà de se prémunir, de se renforcer leur système, parce que la spécificité de la médecine traditionnelle ici, dans le cas de cette pandémie, c'est que la médecine traditionnelle est d'abord préventive et en même temps curative. Donc pour les acteurs qui s'y maîtrisent bien et qui ont de l'expérience et qui ont su mettre sur pied des solutions endogènes
comme l'avait dit un patriarche, centenaire, n'est pas de haut de sa sagesse. Il a compris qu'il y a des problèmes qui arrivaient dans notre pays, mais qu'il fallait en tenir compte de l'aspect endogène selon le remontée des informations des personnes comme nous qui font des statistiques aussi comme la médecine moderne, qui enregistrent les malades et qui relaient à qui des droits. Peut-être question d'avoir une meilleure orientation ou bien une meilleure politique pour mettre l'accent sur des avis qui peut être la nôtre. Personne ne peut enlever à un tradipraticien qui rencontre les malades tous les jours, souffrant de détresse respiratoire, et que celui-là accepte être en contact avec ce type de patient et apporter des solutions qu'on peut appeler miracles, mais reste quand même des solutions. Bon, les dérapages existent parce que tout le monde se recrute dans notre corporation, qui fait en sorte que n'importe qui peut se lever un bon matin et prodiguer ou proposer des solutions. C'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accélérateur pour avoir une corporation de notre secteur. À partir de là, je peux vous rassurer qu'il y a énormément de potentiel. Cette maladie peut trouver des solutions endogènes qui puissent satisfaire tout le monde. Donc, je vous reprends également sur la même question. Quelle est la perception face aux solutions que vos patients ont entre tradition et moderne? Alors, je pense que ces perceptions font partie, je parle sous le contrôle de notre anthropologue qui est là, font partie de ce qu'on appelle les représentations sociales. Les représentations sociales sont des formes de connaissances socialement élaborées et partagées au sein d'une communauté qui embrasse à la fois le vécu, les formes de croyances. Et donc, une représentation sociale peut être différente d'une communauté à une autre. Je prends par exemple la question sur l'homosexualité. La question de la représentation sociale de l'homosexualité, par exemple, différente qu'on soit en Occident ou qu'on soit ici en Afrique. Donc, cette question des représentations sociales, nous les vivons. Et c'est pour ça que je suis parfaitement d'accord avec elle quand elle parle de l'oubli des sciences sociales dans la riposte. Et même pas seulement la riposte, globalement la formation des soignants. Dans la gestion même de la pandémie. Dans la gestion du système de santé. Ça dit que vous avez un certain nombre de praticiens qui, évidemment, ne peuvent pas vous citer une ou deux théories de sciences sociales. Au moins, quand le patient est là, ils oublient qu'il y a l'unicité du patient. C'est-à-dire que le patient est un corps physique, mais c'est un corps psychique et c'est un corps social qui appartient au corps. Donc, il faut le prendre dans sa globalité pour pouvoir le prendre en charge. Et donc, sur les patients qui viennent, ils viennent avec leurs idées, leurs conceptions. Et vous avez donc, en tant que patient, en tant que médecin, en tant que praticien, des gens qui ont des idées préconçues. C'est-à-dire que moi, je veux vous dire, moi, je suis praticien de la médecine moderne, mais on est obligé d'accompagner des patients ou de les comprendre s'ils ont fait ce qu'on appelle c'est-à-dire que du pluralisme thérapeutique, c'est-à-dire qu'il était chez Cléda, il était praticien, parce que dans le pluralisme thérapeutique, vous avez toutes sortes de couloirs. Vous avez l'automédication, vous avez des consultations, vous avez la médecine traditionnelle, vous avez la prière, ça, qui est une forme de parcours de soins. Il faut donc les prendre, mais il ne faut pas entrer, entre guillemets, il faut les orienter. Il faut les orienter parce que peut-être on entrera dans le fond, à la fin,
pour l'instant, la science, entre guillemets la science moderne, est encore la forme dominante de partage de connaissances qui s'impose encore à notre société. Avant, la science, c'était la religion. La religion était la forme de connaissance supérieure. La religion touchait tous les domaines, de la médecine à la géographie. Vous savez bien que la Terre était plate pendant longtemps et que Galilée a même dû être immolé, je sais pas, et tout ça à cause de... C'est-à-dire que avant, c'était la religion. La science, aujourd'hui, la science a supplanté la religion dans la forme de perception de la connaissance supérieure. Peut-être après la science, peut-être, on ne sait pas. Il y aura quelque chose qui va supplanter, mais pour l'instant, c'est ça. Et c'est pour cela que nous, quand nous recevons ces patients, personnellement, nous les comprenons, mais nous les amenons à comprendre les manifestations scientifiques de leur maladie, le parcours ou le trajet de soins dans lequel nous voulons les amener. Ils ont énormément parce qu'il y a des gens qui viennent et disent que si c'est pas Cléda ou tout ça, c'est rien. Ou il y a des gens qui... C'est Ngulbetara, il y a énormément de parcours thérapeutiques. Et ça a été favorisé par le fait que en ce moment, la science est en difficulté. Parce que si c'était qu'en ce moment, la science avait une solution préétablie, je pense que les autres auraient... Voilà. Pas... Et comme pour l'instant, la science semble en difficulté, et donc, en toute humilité, nous essayons de les comprendre, mais de les accompagner parce que peut-être il y a d'autres choses qui vont... Pour l'instant, je connais énormément de patients qui ont fait tous ces parcours, que ce soit les parcours officiels, modernes, traditionnels et tout, qui ont malheureusement connu des sorts assez difficiles. Donc, il faut expliquer avec lucidité ce qui se passe et ce qui va arriver aux patients. Marie Baga, avant peut-être de prendre Dr Kouam, sur l'approche, la perception que les uns et les autres ont des différentes solutions, ou du moins celles qui se présentent. Oui, bien entendu. Je vais commencer par là où le docteur et toi chutez, c'est-à-dire avoir l'humilité de se dire que la pandémie du COVID-19 est une nouvelle maladie. Donc, la médecine moderne tâtonne un peu. Et je reviens sur le pluralisme thérapeutique. Et je veux juste dire que ça, c'est pas nouveau. Je pense que dans la culture camerounaise, nous avons tous grandi en faisant un peu de la médecine traditionnelle, avec nos grand-mères qui nous donnaient en plus des médicaments qu'on avait au niveau des hôpitaux et également les prières et toutes les voies thérapeutiques qui semblaient opportunes à nos parents à l'époque. Je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau en ce qui concerne le psychique de la population camerounaise. Au Cameroun, on sait que quand on va à l'hôpital, on a les médicaments de l'hôpital pour le couru, mais ça n'empêche pas aussi d'avoir l'écorce à la maison ou alors la prière. Donc, de ce point de vue social ou alors des pratiques culturelles ou socio-anthropologiques, les spécialistes de ce domaine catégoriseront, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le tâtonnement de la science. Je vais vous prendre l'exemple d'une maladie comme le paludisme. Le paludisme, on sait que la science a une solution thérapeutique curative au paludisme. Donc, de ce point de vue-là, quand quelqu'un sent les symptômes du palu et qu'on lui donne les médicaments du palu, il a foi en ce que les médicaments modernes qu'on lui donne vont lui apporter la guérison. Aujourd'hui, avec le tâtonnement sur les solutions thérapeutiques du COVID-19, ça aggrave la confiance des patients à ces molécules qui ne sont pas curatives et tout le monde sait que ce n'est pas curatif. Par exemple, le protocole aujourd'hui qu'on applique aux malades, aucun protocole curatif n'existe, ce qui rend les gens anxieux. Pour moi, le problème
la tradithérapie versus médecine moderne réside plus dans l'absence de, comment je veux dire, l'absence de poursuite des recherches claires au niveau des tradithérapeutes qui auraient pu substituer la médecine moderne là où elle est. Je vais vous un exemple clair. Quand le Monseigneur Cléda a sorti son médicament, moi j'ai toujours pensé que en ce moment-là, ça fait déjà 1 an aujourd'hui, ou peut-être bientôt ça va faire 1 an, si on avait mis de l'argent dans la recherche ou alors une petite étude observationnelle de ce médicament, on serait peut-être aujourd'hui en train de parler de l'efficacité d'un traitement curatif développé par Monseigneur Cléda. On ne serait pas en train de dire qu'on tâtonne aussi de ce côté-là. Je pense que dans notre pays, on a raté vraiment une occasion en ce qui concerne nos différentes solutions endogènes, comme on les a appelées, que ce soit le Ngulbeta ou bien ce que Monseigneur Cléda a sorti, ou bien d'autres choses que les tradithérapeutes ont, de donner des moyens à cette médecine traditionnelle de faire des recherches qu'on aurait pu exporter aux besoins. Maintenant, le problème de la médecine moderne aujourd'hui ne rassure pas. C'est normal. Le docteur Etoile l'a rappelé. Entre la solution thérapeutique curative et préventive, quand les scientifiques ont regardé à quoi ils avaient affaire, la solution curative était difficilement productive. Ils sont allés sur la prévention qui est le vaccin. C'est pour ça qu'on a des solutions préventives aujourd'hui dans la thérapie du COVID-19. Et ce tâtonnement-là, ce n'est pas seulement au Cameroun. Donc, de ce point de vue, la médecine moderne n'a pas encore trouvé de solution curative. Donc, ça, ce n'est pas spécifique au Cameroun. Mais ce qui aurait été spécifique au Cameroun, c'est l'apport de la médecine traditionnelle. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu financer ces études-là ou alors financer ces solutions-là pour qu'aujourd'hui, au lieu de parler de potentialité ou de quelle est la solution, on aurait eu quelque chose à présenter peut-être aux Camerounais, comme l'anthropologue disait tout à l'heure. Dans cette séance, elle aurait fait la sensibilisation de ces solutions endogènes et dans un plan national, la communication aurait été axée sur ces solutions traditionnelles endogènes-là. Mais nous avons raté le coche. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rattraper? Le tradithérapeute nous dira tout à l'heure. Nous, on parlera peut-être de la médecine moderne qui est notre domaine. Mais je pense que les pays comme le Cameroun ont raté une occasion historique de montrer que les solutions endogènes traditionnelles auraient pu donner la solution où la médecine moderne est en train de patiner un tout petit peu. Pour moi, ça, c'est le problème qu'on a au Cameroun et malheureusement, je dirais qu'il est tard, mais ça semble être quand même difficile au point où nous en sommes aujourd'hui. Franck, toujours dans la perception, dans l'approche, on a, je ne veux pas dire, je l'ai dit comme ça, ce regard en chien de faïence entre les deux solutions, médecine traditionnelle, médecine moderne. Est-ce que ça ne contribue pas, ça ne participe pas à davantage rendre le patient, les Camerounais, plus méfiants, plus craintifs vis-à-vis des solutions à apporter à cette pandémie-là? Écoutez, Monsieur Dipta, j'aimerais d'abord faire une précision, c'est que la médecine sur toutes les nouvelles maladies a tâtonné. D'accord. Il n'y a pas une maladie qui est sortie et le lendemain, on savait déjà exactement ce qu'il fallait faire. Ce qui a changé, c'est l'environnement. Ce qui a changé, c'est que la communication, aujourd'hui les moyens de communication sont plus modernes. Ça veut dire que quelque chose qui se passe à New York aujourd'hui, à la seconde près, on le sait. Si vous voyez juste le paludisme, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui sont décédées parce qu'on faisait des essais pour trouver le médicament pour soigner le paludisme. Ça prend beaucoup d'années. Jusqu'aujourd'hui, on continue à découvrir des molécules, à faire des combinaisons pour soigner le paludisme. Pour toute nouvelle maladie, la médecine moderne a toujours tâtonné. Mais
la différence, justement, comme je disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... les réseaux sociaux se sont mêlés, et puis avec la théorie du complot, avec cette nouvelle pandémie, cette pandémie qui est survenue, c'est devenu compliqué. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est la première fois de l'histoire de tous ceux qui sont vivants actuellement qu'il y a une pandémie. La dernière c'était, je crois, il y a un peu plus de 100 ans. Et à cette époque, les gens j'ai l'impression qu'on n'a pas assez lu l'histoire. C'était presque le même schéma qui s'est répété. Et la médecine a toujours pris un certain temps avant de trouver une solution. Et je me rappelle, à l'époque même déjà, on préconisait, je crois que toi, je ne m'as pas me contredit, les masques, à l'époque pour la dernière pandémie. Donc, ce qui fait que la communication sur la maladie actuellement est l'arme qu'on doit le plus utiliser. Alors, l'autre chose, donc, pour revenir à la question, c'est que je pense que c'est peut-être les communicants, je dirais les journalistes qui essayent de mettre toujours en confrontation la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Je pense que la plupart des médecins, sur le principe, n'ont pas de problème avec la médecine moderne. Mais vous savez, la science... La médecine traditionnelle, excusez-moi. Mais vous savez, la science a ceci de particulier qu'elle est rigoureuse. Nous ne demandons que la même rigueur. Ouais, je prends l'exemple juste du vaccin et des médicaments traditionnels qu'on utilise. Pour les vaccins, vous voyez, on vous dit, voilà, on n'a pas assez de preuves, il y a tel effet secondaire, il y a... Non, je veux dire que quand on écoute le docteur Raoul, c'est vous-même les scientifiques qui, entre deux laboratoires, quand AstraZeneca sort, l'Union européenne adopte et puis refute, et puis il y a des enquêtes qui sont menées, et puis il y a des commandes qui sont détournées. Oui. Je veux dire que non, fait que montrer ce que vous faites les scientifiques. Hein. Et non, il n'y a pas de souci, mais attention, la guerre des laboratoires, ce n'est pas scientifique, c'est économique. Oui, je suis d'accord. Ne confondons pas les choses. La science, c'est les données. Et je crois que c'est le problème que la plupart des médecins ont avec la médecine traditionnelle. On ne dit pas que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de guérisseurs qui ont des petites plantes, des petites solutions pour des maladies, et on voit au quotidien que ça marche parfois. Le souci, c'est au niveau de la preuve scientifique. Regardez, vous savez pourquoi on arrête à un moment avec le vaccin AstraZeneca? Non, dites-moi. C'est parce qu'on vaccine et on fait ce qu'on appelle une surveillance derrière. On surveille les gens qui sont vaccinés et on se rend compte, attention, il y a peut-être un risque. Et on arrête, on prend le temps de vérifier si le risque est réel. D'ailleurs, la plupart des pays qui ont arrêté AstraZeneca ont repris. Si je ne me trompe pas, c'est parce qu'on essaye de voir, on évalue le bénéfice et le risque, et on dit, voilà, on avance. Maintenant, pour la médecine traditionnelle, et je pense que c'est là où je rejoins le Dr Marie Baga, on devrait mettre plus de moyens à la disposition de la médecine traditionnelle, des solutions thérapeutiques locales, pour essayer justement de mener ces études, pour essayer d'amener, de tirer le meilleur de la médecine, de cette médecine traditionnelle, afin qu'on puisse... Moi, je rêve un jour, qu'on puisse arriver au bureau comme ça, et que les médecins aient aussi leur petite fiole, là, que ça a été bien codifié. On dit, voilà, bon, tu choisis, est-ce que tu prends les comprimés, ou bien est-ce que tu préfères les petits flacons traditionnels, que les gens aient le choix. Mais vous voyez, ceci doit se faire avec une certaine rigueur. Et ce n'est que cette rigueur que nous demandons. Lorsqu'on nous dit, voilà, je soigne, écoutez, si je donne le paracétamol à 100 personnes qui ont le Covid, 80 vont guérir. Donc, que dis-je, 95 vont guérir. Il n'y a que 5% qui vont faire des symptômes vraiment graves. Vous voyez un peu, est-ce que je soigne le Covid? Vous voyez un peu le souci qu'on a. Maintenant, lorsque vous dites vous soignez le Covid, vous devez nous dire, voilà, j'ai mis tel nombre de personnes sous traitement, tel nombre était asymptomatique, tel nombre avait des symptômes mineurs, tel nombre avait des symptômes modérés, tel nombre avait des symptômes graves, et voici le nombre de personnes que j'ai pu guérir, voici le nombre qui sont décédés, voici ceux qui ont fait des effets secondaires. En fait, c'est cette rigueur que nous demandons. Mais ne nous mentons pas aussi. Il faudrait qu'il y ait une volonté de part et d'autre. Ça, c'est sûr. Et c'est là où le ministère de la Santé joue son rôle. Par là, on se dit, voilà, on essaye. Et les médecins, comme ce sont eux qui ont parfois le plus gros lot de patients, on essaye, on fait des études tous ensemble, on note les effets secondaires et tout. On note est-ce que les patients s'améliorent, est-ce que les patients guérissent. Et à la fin, qu'on puisse dire effectivement telle solution
marche, telle solution ne marche pas, telle solution. Mais il y a un certain nombre de préalables, mais c'est beaucoup de moyens. Si on vous dit combien les laboratoires scientifiques ont investi pour sortir les vaccins que vous voyez là, vous allez tomber des nues. Mais après, on récupère cet argent. Oui, docteur. Oui, monsieur Dipita, je voulais juste, à la suite de ce que docteur Kwame a dit, rappeler que la médecine traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Avant que les Occidentaux n'envahissent les différents espaces qui constituent les pays de l'Afrique, il y avait déjà un système de soins qui était, en mon sens, un ensemble de pratiques, de connaissances et de savoirs qui permettait aux populations non seulement de prendre en charge les maladies, mais aussi de prévenir les maladies. Et on avait, suivant cette logique-là, ce qu'on pouvait appeler la médecine familiale, qui prenait soin des petits bobos, qu'on va aujourd'hui appeler les recettes grand-mères, la médecine sociale, et la troisième dimension où la voyance, la sorcellerie, le fétichisme et autres devaient s'y associer. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que la biomédecine a envahi l'espace parce que le politique veut que ce soit ainsi. Parce que lorsqu'on va en Chine, ce n'est pas la biomédecine qui est plus développée en Chine que la médecine chinoise elle-même. Donc, comme Dr Kwame disait, il y a un problème de volonté politique qui pouvait permettre justement de valoriser ce savoir endogène, si on peut appeler cela savoir endogène, pour pouvoir prendre en charge les maladies. Notre environnement n'est pas le même que l'environnement occidental. Si on prend même sur le plan géographique, même le profil épidémiologique ne sera pas le même parce que qu'est-ce qui fait que on a comme l'impression que du côté de l'Ouest, le taux est élevé? Est-ce que c'est le mode de vie? Est-ce que c'est le type? Est-ce qu'ils ont... C'est une communauté qui a tendance à plus se regrouper que les communautés qui sont du côté de l'ère culturelle soudanaise et du côté du Sud. Et donc, il était important de tenir compte de cette réalité pour savoir quelle est la méthode et la meilleure qu'on va adopter. Parce que même au niveau de la médecine traditionnelle, ils n'ont pas toujours pris en charge tous les maux. Mais il me semble, au regard de tout ce qu'on a déjà présenté dans les différents médias, qu'il y a quand même des Camerounais qui réussissent, qui démontrent qu'ils prennent en charge les personnes ayant comment on va appeler ça, le corona. Oui, les personnes atteintes, tout comme d'autres aussi vont nous dire qu'ils soignent le cancer. Mais maintenant, quelle est la place que le politique leur accorde? Parce que n'oublions pas que dans cette histoire de Covid-19, c'est un enjeu économique énorme. Parce que quand on vaccine, on ne vaccine pas les personnes non malades. On ne vaccine pas les personnes malades, on vaccine les personnes non malades pour pouvoir, prétendant les amener à ne pas tomber malades. Donc, c'est d'abord l'enjeu économique. Mais est-ce que notre environnement est le même? Parce qu'il faut voir qu'il y a des travaux qui démontrent que même les aliments que nous consommons, surtout au niveau du Cameroun, peuvent booster notre immunité. Si on faisait donc, si on accompagnait la recherche les chercheurs devaient être chacun dans son domaine en train de dire, on a constaté que les populations de telle région, sur un échantillon X, on prend le même échantillon dans différentes régions, on aurait les résultats pour savoir ceux qui passent le temps à consommer le quepen que base. Est-ce qu'ils sont plus exposés que ceux qui consomment la sauce jaune, le mbongo chobi et autres? Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'environnement européen, on ne peut pas le comparer au nôtre parce que même au niveau de la population, ce n'est pas le même type de population. Même ceux qui sont actuellement malades, on pouvait étudier ces populations pour véritablement s'assurer si ce sont des populations qui sont en situation de comorbidité ou pas. Parce qu'on a tendance à copier tout ce qui vient de l'Occident sans tenir compte de notre réalité. Ce qui fait que de part et d'autre, que ce soit les médecins ou les praticiens, on n'arrive pas à trouver le juste milieu ou la bonne solution au problème. Donc si on pouvait justement booster la recherche de part et d'autre et accorder des financements à des personnes qui sont passionnées par ces différents domaines, on aurait des résultats sur le long terme qui permettraient justement de venir à bout de ce problème au lieu d'être en train d'installer la population dans la psychose. Je sais que les deux médecins en parlent parce qu'ils côtoient
des gens qui sont malades. Mais nous autres qui sommes de l'autre côté, on souhaite quand même qu'ils mettent un peu de l'eau pour ne pas installer la psychose, mais aller plutôt dans la logique de sensibilisation comme ils sont en train de le faire, afin que nous fassions un peu plus attention en utilisant les gels alcooliques, en essayant de garder la distance sociale et ne pas se sentir obligé de prendre part à tous les deuils de la famille ou à tous les mariages. On va essayer d'interroger l'approche des pouvoirs publics juste après cette intervention de Marie Baga. Docteur, vous voulez dire un mot? Oui, je voulais dire, moi ça me gêne énormément quand on parle de l'envahissement de la médecine moderne et par rapport à la médecine traditionnelle. Je suis énormément gênée. Je pense que le collègue l'a dit tout à l'heure qu'il faut se donner les moyens. La médecine, la science est exacte. Et je trouve parfois que la médecine, comme l'anthropologue a dit tout à l'heure, la médecine traditionnelle qui est là depuis très longtemps, qui s'est fait damer l'opium par la médecine moderne, c'est pas parce qu'il y a eu un besoin d'envahir, par exemple, un pays comme le Cameroun par une médecine moderne. La médecine moderne a fait ses preuves. Le collègue disait tout à l'heure que, par exemple, pour trouver le médicament du paludisme ou alors le premier antibiotique, quand les recherches ont commencé là-dessus, il y a eu tellement de morts, mais les gens ont persévéré, ils ont accéléré, ils ont trouvé. Je pense que ce n'est pas correct de dire qu'on a envahi. Il faut que la médecine traditionnelle, et d'ailleurs que nos pouvoirs publics donnent un intérêt certain à cette médecine pour qu'elle puisse faire ses preuves elle aussi. Il est d'ailleurs un peu honteux de dire qu'elle a été là depuis très longtemps et une qui est qui est là depuis moins longtemps puisse damer l'opium. Je pense qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous devons prendre nos responsabilités. C'est ce discours, d'ailleurs, des réseaux sociaux qui courent, ils viennent nous envahir avec leur médecine, ils ne financent pas les recherches sur X, Y, Z, ils veulent nous imposer. Je pense qu'à un moment donné, ce discours de l'autre qui serait notre problème devrait pouvoir être stoppé et regarder l'origine de notre propre problème. Aujourd'hui, s'il faut parler de la médecine traditionnelle au Cameroun, elle n'est pas en arrière sur beaucoup de plans parce que les autres. Elle est en arrière parce que nous-mêmes, nous n'avons pas mis l'intérêt nécessaire là-dessus. Moi, j'ai toujours dit que s'il y avait eu la faculté de médecine traditionnelle, j'aurais été à la faculté de médecine traditionnelle au lieu d'aller à la faculté de médecine moderne. Donc, de ce point de vue, je voulais préciser que parfois, le diable, ce n'est pas l'autre. Il faut qu'on se regarde d'abord nous-mêmes devant un miroir, voir ce que nous-mêmes nous avons fait pour sortir de ces conditions, pour sortir notre médecine traditionnelle de l'ombre, parce qu'elle a des choses importantes et bien même des choses, qu'on pourrait transporter. Mais ce n'est pas l'autre qui doit venir nous faire ça, c'est nous-mêmes. D'ailleurs, l'association des médecins tradithérapeutes, ils doivent faire plus de plaidoyer, peut-être aller j'en sais rien, peut-être ils en font déjà, le monsieur qui est sur le plateau m'excusera, mais il faudrait qu'ils fassent plus de choses. Le ministère de la Recherche scientifique devrait pouvoir faire des choses. Mais mon point, c'est que ce n'est pas l'autre qui vient envahir, c'est nous qui ne faisons rien pour envahir les autres. D'accord. Justement, on embraye sur la responsabilité des pouvoirs publics, ou du moins l'approche que ceux-ci adoptent vis-à-vis des deux thérapies, on va le dire comme ça. Vous avez été reçu au niveau du ministère, vous en tant qu'individu, mais également en tant qu'organisation, je veux dire un certain nombre de tradipraticiens. Vous, quelle est l'approche qu'a adopté le gouvernement, ou du moins le Cameroun, par rapport à cette pandémie, s'agissant des deux possibilités? De mon point de vue individuel, je ne suis pas satisfait. Plutôt, c'est l'amertume. Comme j'ai dit au début de mes propos, le chef de l'État glissait dans son discours pendant l'arrivée de la première phase de Covid. Il a reconnu qu'il y avait des acteurs endogènes, sans citer personne. Il était question pour nos ministres, au niveau du ministère de la Santé,
au niveau du ministère des Recherches Scientifiques. scientifiques, de mettre l'accent et de faire des projets clairs et d'y associer des acteurs qui ont réussi à prouver de par l'efficacité et les témoignages de leurs différents patients. Question de mettre l'accent au niveau des recherches. Je peux vous dire, je suis fatigué de marcher derrière les autorités aujourd'hui pour continuer à élaborer des plans de projet en ce qui concerne pour développer ces solutions endogènes qui existent bel et bien. J'ai là mon registre que je suis venu avec vous pour vous montrer quelques patients que nous avons réussi à enregistrer. Partout où vous verrez le rouge, ce sont des patients avec des résultats positifs qu'ils ont présentés avant de consommer ce que nous avons eu à faire. Je peux vous dire, tous ces malades avec les contacts et des signatures et des numéros de carte d'identité que j'ai pu déposer au niveau du ministère, j'ai du mal à recevoir, à être reçu par le ministre. Donc, loin pour moi ici de vouloir présenter le document à la télévision. Je voudrais simplement dire que nous n'a pas eu le temps de les authentifier. Non pas que je doute de la pertinence, mais on n'a pas eu le temps. Cela m'engage. Voilà. Personnellement, ça engage ma responsabilité. Donc c'est pour dire que les acteurs endogènes ont suivi le discours, se sont mis au travail. Mais la suite, c'est quoi? C'est qu'on constate qu'il n'y a rien qui a été mis sur pied pour nous accompagner. Il y a eu au niveau de l'Assemblée une commission qui a été mise sur express pour regarder dans quelle mesure reconnaître cette corporation. Mais entre-temps, la maladie est en train de s'étendre. Et nous sommes des acteurs majeurs, qu'on le veuille ou non. Ces malades, avant d'arriver chez les médecins, généralement nous consultent en premier lieu. Et nous avons notre avis à donner. Est-ce que la question de vos états d'âme ou d'état de service ne se pose-t-elle pas? Oui, je peux dire. Est-ce que matériellement... Le regard péjoratif qui sous-tend au niveau des acteurs de la médecine traditionnelle devait être dissipé face à l'évolution des différentes recherches qui est faite par des acteurs majeurs qui sont des personnes honnêtes et responsables de par leur moralité. Et donc, il était facile de capitaliser cela. Aujourd'hui, quand le gouvernement a besoin des acteurs, n'a pas besoin d'aller seulement dans des acteurs retirés, dans des bas-fonds. Il y a des gens qui se sont illustrés, qui ont présenté des projets. Il suffit d'aller avec eux et avoir des avis favorables ou défavorables. En ce moment, nous, on va se plier, on va comprendre que tout ce dont nous sommes en train de faire n'est pas en train d'aboutir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui j'ai adressé une lettre avec tous ces éléments, a recommandé pour que mon produit doit être pris en compte dans le protocole thérapeutique de la Covid-19 au Cameroun. C'est resté lettre morte. Le secrétaire général à la présidence a fait une recommandation dans ce sens. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne m'invite de venir présenter l'objet de recherche dont j'ai financé par fonds propres, ni au ministère de la Recherche scientifique, où j'étais censé avoir des appuis institutionnels pour pouvoir bien faire ce travail, rien. Et j'ai déposé, que ce soit des échantillons de produits, que ce soit des patients enregistrés, je vous le précise, dont ils peuvent appeler patient par patient. Donc, il n'est plus question de toujours dire que la médecine traditionnelle n'est pas en train de vouloir s'améliorer, mais il y a quelque chose qui est là, c'est des questions économiques qui font en sorte que l'acteur endogène, pour pouvoir s'émanciper et de pouvoir présenter à l'humanité l'objet de ses recherches, c'est peut-être en l'an 3000. Mais moi, je suis pessimiste. C'est ce que je peux vous dire. Je rappelle, Franck, docteur, que vous êtes également membre de la fondation Cœur et Vie. Vous, peut-être dans le cadre de la fondation, mais je veux dire en tant que praticien aussi, quelle est la perception que vous avez de l'approche des pouvoirs publics justement face à ces deux... Écoutez, je dois dire que je comprends un peu la réticence des pouvoirs publics à
immédiatement introduit dans leur protocole des thérapeutiques traditionnelles. Là, je les comprends. Mais là où je ne serais pas d'accord, c'est de ne pas au moins prendre des échantillons de patients. Parce que l'avantage avec une pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de patients. Oui. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut développer un vaccin en 6 mois. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de patients. Vous pouvez faire des tests sur 100 000 personnes en quelques mois et puis vous avez des résultats. Donc on a beaucoup de patients. Là où le problème que j'ai, c'est on aurait dû, ok, voilà, on vient avec des solutions, on fait au moins des tests. C'est-à-dire, on se dit, voilà, on sélectionne des patients qu'on peut mettre sous ces solutions, sous une surveillance étroite, en association avec ceux qui les apportent, et qu'on voit si ça marche, qu'on nous dise que ça a marché. Si ça ne marche pas, qu'on nous dise que ça n'a pas marché. Et moi, je pense que c'est le minimum des choses. Mais ouais, même tout ça, ça demande des moyens. Et je pense qu'il faut, c'est là où on parle de volonté. Il faut mettre des moyens pour que ça se fasse. L'avantage de la médecine moderne, c'est que nous sommes déjà très nombreux. Non, pas qu'on est subventionné, c'est qu'on publie. Oui. C'est-à-dire, vous pouvez voir, si vous tapez aujourd'hui dans les grosses revues scientifiques, vous tapez Covid-19, vous allez voir le nombre, c'est un nombre impressionnant d'articles qui sont publiés. Et dans tous les aspects de la Covid. Dès qu'il y a un petit truc que quelqu'un voit de nouveau sur la Covid, c'est pour ça qu'on peut vous dire aujourd'hui, la Covid est une maladie systémique qui attaque, on a retrouvé la Covid dans le cerveau, on a retrouvé dans les spermatozoïdes, on l'a retrouvé parce que les gens publient. Et c'est ça la différence. Parce que lorsque quelqu'un a publié là-bas, il a fait ce constat. Moi, je peux essayer ici chez moi de voir est-ce que je fais le même constat. Vous voyez un peu la différence. Donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, on aurait dû vous encadrer, vous former même, parce que, comment dire, pour dire qu'un médicament marche, il y a une démarche. On ne le dit pas juste avec la bouche. On dit, voilà, j'ai mis sur tel patient. J'ai fait le test avant, j'ai fait le test après. Ça a marché, ça n'a pas marché. J'ai eu tel effet secondaire. Et les effets secondaires ne sont pas que physiques, il y a aussi des effets secondaires biologiques. Est-ce que le foie a supporté? Est-ce que le rein a supporté? Est-ce que le cœur n'a pas eu de problème entre-temps? Est-ce que le patient n'a pas présenté tel? Tout ça, on répertorie tout ça. Et à la fin, on peut vous dire, voilà, ça a marché. Quand vous prenez, attendez-vous à tel effet secondaire, surveillez tel truc, surveillez tel truc. Parce que, écoutez, la plupart des médicaments qu'on utilise dans le traitement actuellement de la Covid sont des médicaments, ce ne sont pas de nouveaux médicaments. Hein. C'est des médicaments qui existaient, donc qui ont déjà fait leurs preuves. On connaît tous leurs effets secondaires et c'est juste que on dit que voilà, on peut donner ceci, on peut donner ceci, à tel moment donner ceci, à tel moment donner ceci. Et comme le docteur Sanjon le rappelait ce matin, ce sont des médecins camerounais qui pour la première fois introduisent les corticoïdes dans le protocole de Covid. En Europe, les gars fuient. Parce que on se dit, voilà, il y a l'inflammation, il y a déjà beaucoup de choses. Sur le corticoïde, est-ce que vous voyez un peu, on dit, voilà, les gens disent, ils prennent sur eux. Et ils voient est-ce que les patients... C'est comme ça. Et on fait une publication. On publie, on dit voilà, ici on a essayé le corticoïde et ça a marché. C'est comme ça que partout dans le monde, les gens ont introduit ça dans leur protocole. Et c'est comme ça que ça marche. En fait, ce n'est que cette rigueur scientifique qu'on demande. Mais il faudrait, ne nous mentons pas, qu'il soit accompagné. Parce que cette rigueur scientifique, elle s'apprend aussi. Vous voyez un peu, on apprend à faire des recherches. On apprend à publier des recherches. On apprend. Au Sénégal, ils sont un peu plus avancés en termes de médecine. Je crois qu'ils ont tout un institut, des laboratoires qui sont dédiés à la médecine traditionnelle. Ils font des recherches, je pense qu'ils découvrent beaucoup de choses là-bas. On peut même se baser sur ce que les médecins traditionnels font pour avoir une industrie pharmaceutique locale. C'est-à-dire, parce que lorsque quelqu'un dit nos recettes de grand-mère, voilà, on donne ça peut-être pour baisser la fièvre. Non, on essaie, on appelle des pharmaciens et tout, on dit, quel est le principe derrière ça? On essaie de trouver et c'est comme ça qu'ensemble on se met pour développer localement des solutions qui peuvent aider. Écoutez, le tramadol c'est une molécule synthétique, mais c'est un Camerounais qui a découvert le tramadol dans une feuille naturelle. Ouais. Vous voyez un peu, et il a publié, c'est parce qu'il publie que les gens disent, attendons, on peut trouver le tramadol dans la nature. Et je suis sûr que cette plante probablement était utilisée depuis par des gens pour baisser les douleurs, mais on n'avait jamais réussi à extraire pour savoir ce qui est à l'intérieur. Peut-être si on l'avait fait, vous voyez qu'on aurait probablement été les premiers à découvrir le tramadol. Donc, vous voyez, c'est ça, il faut avoir une certaine rigueur scientifique. Il faut former les praticiens à cette rigueur. Et je vous assure, si les résultats sont là, tout le monde sera preneur. Et c'est le Cameroun qui gagne. Bon, là, vous avez botté un peu en touche l'approche gouvernementale. Je vous lance dessus, docteur Etoa. Oui, je pense que
la question de la médecine traditionnelle, médecine moderne, c'est pas une réponse binaire. C'est-à-dire que vous êtes oui, vous êtes pour, vous êtes contre. La question n'est pas non plus fermée. Non, c'est pas une réponse binaire. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Il y a des faits. Vous savez, on parle de la médecine traditionnelle africaine, mais il n'y a pas que la médecine traditionnelle en Afrique. Il y a la médecine traditionnelle chinoise. Hein? Moi, j'ai été en Chine. Très bien. Moi, j'ai été en Chine en 2016 dans un voyage d'études. Et dans un hôpital, vous avez un pavillon de médecine moderne, vous avez un pavillon de médecine traditionnelle, où on fait l'acupuncture, un certain nombre de produits. Et tout, donc la médecine traditionnelle chinoise est vieille de plus de 5000 ans. Mais, est-ce que depuis la pandémie Covid, si vous avez suivi qu'il y a un produit chinois traditionnel chinois, Et je suis sûr qu'ils ont essayé beaucoup de choses. est-ce qu'il y a la médecine traditionnelle probablement indienne? Bien sûr. Il y a un certain nombre de médecines traditionnelles. Même les Blancs ont la médecine traditionnelle. Parce qu'on parle de ceux qui sont tous modernes. Les Blancs ont la médecine traditionnelle. Est-ce que depuis, vous avez suivi qu'il y a la médecine et un produit traditionnel chinois, indien? Qui marche? Non. Ça veut dire quoi? Même les Chinois ont sorti 4 vaccins ou 5 sur les 15 qui existent. Aucun n'est issu de la médecine traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une exhortation à tout le monde à aller vers la science. Pour l'instant, c'est la science qui détient encore la méthodologie nécessaire, acceptée de tous pour pouvoir nous sortir. Mais ça c'est vrai, aussi longtemps que la science fait ses preuves, mais je vais dire que elle montre ses limites. Oui, je ne refuse pas. Donc, pour l'instant, c'est la science. Donc, on parle même, je sois à Artemisia, mais les gens oublient que l'Artemisia vient de Chine. Oui. C'est une plante qui vient de Chine. On dit que non, c'est à Madagascar et tout ça. Non, l'Artemisia vient de Chine. Est-ce que vous avez suivi un seul Chinois dire qu'il soigne le Covid avec l'Artemisia? Pourtant, la plante là vient de chez eux. Donc, dans l'euphorie des médecines dites traditionnelles, il faut savoir raison garder. Hein? On n'invente pas le fil à couper le beurre. Il faut faire très attention. Donc, sur la question aujourd'hui, est-ce que les médecines traditionnelles et tout, les pouvoirs publics, je pense que, je le dis clairement, les acteurs de la médecine traditionnelle veulent griller les étapes. Ils veulent griller les étapes. Comment? Toi aussi, il faut pas. Non, il faut pas. Non, je vais aller. Je peux pas te laisser dire non, tout ça. je vais aller. Laissez-moi m'expliquer. Laissez développer, laissez-les aller au bout. Et je pèse mes mots, ils veulent griller les étapes. Parce que depuis que la pandémie a commencé, que le chef de l'État a dit encourageons les médecines, les thérapies locales. Au début, c'était Cléda. Est-ce qu'on peut compter aujourd'hui le nombre de personnes qui ont déjà leur solution? Ils sont au moins une cinquantaine, voire une centaine. Plusieurs. Les solutions comment? Les solutions endogènes. Ah d'accord, oui. Hein? Si on dénombre aujourd'hui, il n'y a plus que Cléda. Au début, c'était 2 ou 3. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine, voire une centaine. Lesquels les autorités peuvent donc rester comme ça toute la journée, c'est seulement en train d'enregistrer et tout. C'est-à-dire, on enregistre les gens, on donne les soutiens, on enregistre les gens. Moi-même, je peux m'abandonner la médecine. Je veux aussi, je mets quelque chose dans l'eau. Je dis que j'ai inventé quelque chose. Donc, non. C'est une caricature. C'est une image. Non, c'est pour dire que. D'où la question de la rigueur. C'est pour dire que les acteurs ont grillé les étapes. C'est quoi les bonnes étapes? C'est-à-dire que la recherche commence par la recherche fondamentale. La recherche commence par la recherche fondamentale. Qu'est-ce que la recherche? La recherche, c'est pas dans la recherche des labos. Hein?
vous suivez les produits et tout ça là, les nouveaux, les vaccins, les médicaments, ça n'a pas commencé dans les firmes pharmaceutiques. Ça a commencé dans des laboratoires d'université. C'est ça qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est là où on trouve les principes actifs et qu'on sort et tout, et tout, et tout. Dès qu'on identifie, on commence sur les souris, les rats, les chimpanzés, les trucs comme ça. C'est ça la recherche fondamentale. Quand vous avez donc déjà fait vos preuves dans la recherche fondamentale, vous pouvez donc faire un pas vers et tout ça, la recherche appliquée. Et c'est là où, quand je dis qu'ils ont grillé les étapes, vous n'allez pas suivre, je n'ai pas encore suivi un acteur médecin qui dit que je suis en partenariat de recherche avec un chercheur de telle université, de tel laboratoire d'université, pour pouvoir, j'ai un produit ici, je pense que ça soigne. Voilà le principe qu'on a pu identifier dans le produit que je veux présenter. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça avec le papier, vous marchez dans les ministères, dites que vous validez mon produit, donnez-moi l'argent. Non, vous ne pouvez pas. Identifiez d'abord le produit. On connaît sa toxicité, on connaît son innocuité. Quand vous avez donc fait ce premier pas de la recherche fondamentale, c'est après ça vous commencez à faire un pas vers le monde économique. C'est là où vous créez une start-up, tout ça, une société, et tout ça là où vous avez protégé le nom de votre produit, à loi, pays et consorts. Vous commencez donc à faire un pas vers le monde économique. Je suis sûr, quand on parle des vaccins aujourd'hui, c'est en termes de milliards. Vous voyez, la France est l'une des rares puissances à n'avoir pas de vaccin. Hein? Pendant que tous les pays, la Chine, la Grande-Bretagne, pourquoi? Parce que les autres pays ont injecté des milliards pour la recherche. Et je suis sûr, et c'est pour ça qu'il faut dire clairement aux acteurs qu'il faut faire un pas vers le monde économique. Moi, aujourd'hui, tout le monde, personne n'a le remède. Si vous investissez, vous avez trouvé le principe actif, vous avez protégé votre produit, mais un investisseur va venir avec l'argent, il va dire, je mise sur votre produit, venez et tout ça, je vais miser et on va le développer ensemble. Je vous assure que c'est lui qui va vous dire, laissez les ministères, asseyez-vous. C'est lui qui va faire le développement de ce produit. C'est lui qui va faire l'industrialisation de ce produit. C'est lui qui va faire le lobbying de ce produit, les accréditations nécessaires. Donc, pour résumer, les acteurs de médecine traditionnelle ont grillé les étapes. Oui, Mamadou, avant de repartir chez Marie Baga. Je refute toutes les déclarations du docteur. J'ai l'impression que moi et le docteur, nous sommes dans deux planètes différentes. Mais je suis quand même heureux d'échanger avec lui et de lui dire ce qu'on appelle principe actif aujourd'hui, même les acteurs de la médecine traditionnelle le maîtrisent ici très bien. À l'université de Tchang, il y a tout un département. Et même ici, au niveau de la faculté de médecine de la ville de Douala, on permet aujourd'hui aux tradipraticiens de présenter les produits et de connaître quel est le principe actif. Moi, j'ai mis sur pied une molécule qui a plus de 2000 principes actifs, sur lesquels vous retrouvez un puissant stimulant. Il y a des choses dont je ne peux pas tout dénoncer ici parce que j'ai face à moi un médecin. J'avais fait une publication. Et je peux vous dire, j'ai été contacté par des Occidentaux quand j'ai fait des publications à travers ma page Facebook, où j'étais invité par des acteurs même de la France. Et il était question, j'ai découvert certaines superficies qu'il y a dans la médecine que vous devez comprendre ce soir. Je peux sortir l'écorce, qui est quelque chose dont vous pouvez comprendre que ça a plus de 2000 principes actifs. Cette écorce dont vous ne connaissez pas et moi dont je suis dépositaire depuis des siècles. Est-ce que vous êtes au courant que de par sa médecine à lui, qui est la médecine moderne, il est facile de s'asseoir dans un laboratoire derrière l'ordinateur et essayer de décoder mes principes actifs de mon produit qui est naturel et d'essayer de le reproduire de façon synthétique. Est-ce que vous savez déjà, ça c'est possible? Qui va donc m'encadrer dans ces cas? Je peux être un génie, je peux avoir toute la capacité
de présenter des choses rares, des choses, donc, je ne veux pas faire la publicité de mes recherches, mais je dis ceci, Covid-19, c'est ces maladies qui rentrent à travers votre fosse nasale et qui descend au niveau de trachée artère, au niveau de bronches. Quand elle commence à compliquer, elle détruit votre système immunitaire et au niveau des poumons et au niveau du foie et autres. Mais alors, nous avons des systèmes traditionnels qui permettent de curer ces systèmes, tous ces systèmes qui se renforcent d'une façon naturelle et qui soient prêts à recevoir des agressions extérieures pendant une période donnée. Et pendant ces périodes données, vu que c'est une pandémie et elle est passagère, si vous gardez le rythme, vous êtes sûr de vivre et de traverser ces périodes dont les uns et les autres ont transformé ça comment dirais, à des aspects économiques gigantesques. Donc il est difficile d'accepter que nous avons des principes actifs, toutes ces démarches dont il est en train de dire, ça existe bel et bien déjà au Cameroun, sur les papiers. Mais vous allez faire vos tests, il y a même des tests, vous pouvez aller au laboratoire national, payer vos frais personnels. On vous voit le degré de votre produit. Mais alors, il y a un comité qui s'occupe des validations en ce qui concerne les produits. Ces comités sont des personnes que vous ne maîtrisez pas. Et il y a énormément de choses qui se passent derrière, que je ne peux pas tout dénoncer ici. Mais je vous ai dit, c'est à vous d'accepter de cohabiter avec nous. Nous avons la capacité de vous apporter des soins. Dieu ne peut pas te créer au Cameroun et il pas cacher tes remèdes en Chine. Je peux comprendre que la Chine n'a pas été capable, de par des végétaux qui se trouvent chez lui, de trouver des molécules qui puissent mettre fin à un petit virus qu'on appelle le coronavirus. Mais le Cameroun, de par sa situation géographique du nord au sud, à l'est, et des richesses qui se trouvent en bas comment dirais-je, dans des racines et dans des écorces, s'il y a des jeunes étudiants qui ouvrent leur esprit, il y a énormément du potentiel. D'accord. J'allais vous prendre d'abord le docteur. Et que moi, je ne crains pas du Covid. Oui, donc, sur l'approche des pouvoirs publics, Marie Baga. Oui, je vois que tout le monde a évité. Moi, je vais parler de ça. Je vais sortir un peu de la médecine traditionnelle parce que le précédent interlocuteur ou panéliste a parlé de beaucoup de choses, mais je vais pas revenir dessus. Donc, je sors de la médecine traditionnelle pour dire que le problème en général, la recherche, que ce soit d'ailleurs fondamentale, commençons par là, parce que même la recherche fondamentale au Cameroun, que ce soit moderne, médecine moderne ou traditionnelle, on n'y est pas encore totalement. Le problème en général de la recherche au Cameroun n'est pas une histoire de médecine traditionnelle versus médecine moderne. Il faut juste que les pouvoirs publics mettent comme priorité la recherche scientifique. Mais non, je comprends, docteur Etoile, quand il parle de brûler les étapes, même si je ne suis pas d'accord, il faut commencer quelque part. On peut aussi financer la médecine traditionnelle. Il commence quelque part par déjà déterminer quels sont les principes actifs de leurs écorces. Mais le problème est plus général. On ne finance pas la recherche au Cameroun. Et tant qu'un pays ne s'autonomise pas en matière de recherche scientifique, on aura toujours toutes ces théories de complot pour dire que les gens fabriquent les vaccins pour venir tuer les gens au Cameroun. Donc, de ce point de vue, il faudrait, je vais revenir à l'épidémie, la gestion de l'épidémie au Cameroun. Le Cameroun, pour la médecine moderne, je vais parler de celle-là, je vais sortir de la médecine traditionnelle, a eu une occasion historique. Et moi, j'attends toujours, je l'ai déjà dit sur vos plateaux plusieurs fois, des études camerounaises dans le sens de la thérapie. Quel est le taux de réussite des thérapies qui ont été recherchées, si jamais ça a été recherché, des expériences qui ont été faites, si jamais les expériences ont été faites. Parce que, comme un collègue disait tout à l'heure, quand on a une pandémie, c'est l'occasion rêvée de faire des études parce qu'on a des patients, on a des symptômes. On peut tester tout et n'importe quoi entre guillemets. Donc, je suis toujours impatiente de voir au niveau de nos hôpitaux les études
probantes qui ont été faites dans le sens thérapeutique d'une part, et même dans le sens juste d'identification de certains effets secondaires, ou alors, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, introduire les corticoïdes dans le protocole thérapeutique, comment ça a marché ou comment ça n'a pas marché. Donc, de ce point de vue, le Cameroun aurait pu, par ces deux ministères, coordonner une vaste étude nationale pour voir quelles sont les solutions qui ont marché versus celles qui n'ont pas marché et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre au monde. Déjà, cette petite étape, je pense qu'on l'a ratée. Mais j'ai espoir, parce qu'on n'est pas encore fini, qu'il y a une étude qui est en train de se concocter à l'échelle nationale, qui est encore au stade peut-être d'analyse des données ou encore de collecte des données, qu'on verra ça et on apprendra beaucoup de choses. Deuxièmement, pour la recherche fondamentale proprement dite et les firmes pharmaceutiques, moi je vais passer directement à l'option thérapeutique qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la prévention côté vaccin et la communication autour de cette maladie et donc des solutions thérapeutiques qui est un problème comme l'anthropologue l'a dit tout à l'heure et les gens ne comprennent pas, ils vont au terreau du complot. Je vais dire ceci, tant que l'Afrique en général ne prendra pas cette responsabilité pour mettre l'argent où il faut, pour rechercher son autonomie en termes de médicaments, on aura toujours ces problèmes. Et je veux donc passer au message aux complotistes qui pensent que les gens fabriquent. D'ailleurs, les États-Unis ont déjà vacciné un tiers de leur population, c'est-à-dire 100 millions et demi à peu près de personnes. Et je ne pense pas que le vaccin de Pfizer, pour l'instant, on est en train de penser même au Cameroun pour leur donner. Ils veulent vacciner les Américains. Donc, c'est pour dire, ils ne sont même pas intéressés à vacciner autres personnes. Ils vaccinent les leurs d'abord. Donc, de ce point de vue, les suspicions autour de vaccins ou qui viendraient tuer ou donner des choses, d'autres maladies, ça ne finira pas. Parce que le Cameroun fait partie de ces pays-là qui n'a pas encore atteint l'autonomie dans la recherche appliquée, y compris pour des molécules thérapeutiques. Même les antibiotiques, moi je dis toujours aux gens, pour venir comment on appelle ça, au scandale de AstraZeneca, entre guillemets, c'est pas un scandale parce qu'après ça a été prouvé que ces décès n'étaient pas vraiment liés au vaccin. Mais je veux dire, les pilules contraceptives causent également des thromboses veineuses. Mais ces pilules-là, on ne les fabrique pas au Cameroun. Les femmes les prennent tous les jours. Et pourquoi, si on veut vraiment tuer des gens, on n'utiliserait pas ce type de choses comme des pilules? Pour me résumer, je dirais ceci. La médecine traditionnelle comme la médecine moderne au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains souffre du manque de financement. Et par ricochet, la recherche scientifique pour des solutions thérapeutiques à nos maladies. Moi, je serais pour que les pouvoirs publics penchent pour mettre cela dans leur plan d'action pour mieux financer les deux recherches. La recherche traditionnelle, parce que je continue de penser qu'elle peut apporter quelque chose, elle commence là où elle est maintenant et elle va avancer à son rythme. La médecine moderne, il faut également qu'on mette de l'argent dans la recherche de la médecine moderne pour qu'on puisse aussi s'autonomiser en termes de médicaments. Vous vous rappelez, je vais juste faire une parenthèse, un clin d'œil, terminer sur de la recherche scientifique qui avait dit à l'époque qu'elle pourrait produire de la quinine à un claquement de doigts. Et j'étais très surprise de savoir que la quinine était encore importée pour le protocole qui existe maintenant au Cameroun. C'est pour dire à quel niveau de précarité l'industrie entre guillemets médicamenteuse et la recherche scientifique, que ce soit traditionnelle ou moderne, se trouve dans notre pays. Et il faudrait absolument que les pouvoirs publics la financent. Alors, je vous donne la parole, mais j'ajoute cette question, Jeannette Douauguin. Quelle est donc, je veux dire, nous sommes toujours dans l'incertitude, hein, ça c'est clair. Mais je veux dire, quelle est l'approche aujourd'hui que devrait avoir le citoyen vis-à-vis de l'offre, vis-à-vis des protocoles qui sont effectivement proposés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie? Vous allez ajouter à l'intervention que vous voulez faire en question, s'il vous plaît. Je veux dire que c'est vraiment embarrassant.
On est malade, on a les tradipraticiens, on a le moderne. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a véritablement la solution définitive, même s'il y a des approches qui permettent d'éviter le pire. Comment est-ce que, de bout en blanc comme ça, là, on aborde la problématique? Ok, merci pour votre question. Je vais quand même revenir sur ce que le docteur Eto'o a dit tout à l'heure. Vous êtes allé en Chine en 2016. Vous avez bien vu que dans les formations hospitalières chinoises, il y avait d'un côté la médecine chinoise et la médecine conventionnelle. Vous êtes non plus sans ignorer que la Covid-19 est l'objet d'un enjeu économique énorme. Donc si la Chine, jusqu'ici on reste au niveau de l'hypothèse, vous savez c'est un pays qui est suffisamment fermé, qui est capable de ne pas rendre public au niveau mondial certaines choses qui ne pourront pas profiter aux autres. Mais rien n'a démontré que jusqu'ici la médecine chinoise elle-même n'est pas en train de prendre en charge la Covid-19. Mais quelle est la médecine dominante? Parce que je crois que c'est la voie des dominants qui gouverne pratiquement la planète à ce niveau-là. S'ils se mettent à rendre la médecine traditionnelle disponible, combien d'Occidentaux seront prêts à se ruer vers la médecine traditionnelle chinoise? Très peu. Donc ils vont donc investir là où les Russes, les Américains, les Européens, les autres vont acheter. Donc je trouve normal qu'ils ne mettent l'accent que sur la biomédecine parce que, qu'on le veuille ou non, elle reste la médecine dominante au niveau planétaire. Et le problème au niveau de notre pays, c'est que quoi? On n'accorde pas de place à la médecine traditionnelle. Il y a des Camerounais qui soignent le cancer. On a vu un Congolais être tué parce qu'il avait trouvé le moyen de soigner le paludisme et ça pouvait permettre d'éradiquer le paludisme. Mais ça reste c'est l'objet d'enjeux financiers pour nous qui sommes malades, mais ne produisons pas le médicament susceptible de prendre en charge le paludisme. Parce que les recherches aussi ont démontré que le paludisme est une maladie environnementale. Donc si on veut vraiment l'éradiquer, on peut réussir à l'éradiquer. Donc il y a toujours ce problème de volonté politique. Parce que si on y met les moyens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver de solution. Parce que même si on parle de la Covid aujourd'hui, la drépanocytose tue de nombreux Camerounais. On pouvait bien mettre les moyens, ça fait partie des maladies prioritaires, mais au niveau de la recherche, il n'y a pas de subvention. Et au niveau de la prise en charge, ce n'est pas non plus subventionné. Mais il y a quand même des malades de VIH qui peuvent avoir droit aux médicaments gratuitement. Mais que fait-on de nos enfants et de nos sœurs, frères et autres qui sont drépanocytés? On ne fait rien du tout. Donc pour dire qu'il y a toujours ce problème de volonté politique. Pour revenir à la question de M. Dipita, c'est assez difficile parce que quoi, de choisir entre les deux itinéraires thérapeutiques. Parce qu'on va même dire qu'il y en a, on peut même dire qu'il y en a trois. Parce qu'il y a aussi ces savoirs endogènes qui ne nous sont pas dictés par des praticiens, auxquels les gens font confiance. Parce que vous allez voir des gens qui vont dire, bon, moi je consomme tel aliment de manière régulière parce qu'on a dit que ça boostait l'immunité. Or, c'est toujours parce qu'on ne tient pas compte du comportement du citoyen lorsqu'il est malade. La majorité se rue d'abord vers la médecine traditionnelle. C'est quand il y a échec là-bas qu'on dit, bah tiens, il faut que j'aille du côté du médecin. Donc ce ne sont que les gens d'un certain niveau social qui ont le plus souvent le réflexe d'aller vers la médecine que moi j'appelle la médecine dominante, qui est la biomédecine. Donc, on ne peut que rester au niveau de la sensibilisation parce qu'on ne va pas forcer un Camerounais malade à aller à l'hôpital ou alors à aller vers le praticien. Donc c'est vraiment un choix difficile et c'est comment est-ce que l'individu conçoit et perçoit la maladie qui va l'orienter soit vers le praticien ou alors vers nos médecins qui sont dans le secteur formel. Docteur, et toi, sur l'approche? Non, quand je parle comme ça, on peut penser qu'on est des adversaires de la médecine traditionnelle. Non. Nous prenons tous dans un contexte où, je ne veux pas dire d'impuissance, ou alors, mais nous sommes quand même, je veux dire, à la croisée des chemins.
sur la question de la thérapie. Nous essayons de prendre tout ce que nous pouvons. Moi, qui vous dit que quand je rentre là, peut-être que je prends des tisanes, des choses comme ça, des petits moyens, et tout ça pour essayer un peu de se débrouiller et tout ça là comme on peut. Mais, parce que ce qui gouverne un pays, ce sont les politiques publiques. Et les politiques publiques se basent sur ce qu'on appelle des evidence-based policy. C'est-à-dire qu'en médecine, pour que je vous donne un médicament, il faut que ce soit sur la evidence-based medicine, c'est-à-dire que la médecine basée sur les preuves. Vous comprenez? C'est ça l'evidence-based medicine. Maintenant, sur les politiques publiques, il faut, pour qu'un gouvernement applique une politique publique, ce qu'on appelle une evidence-based policy, c'est-à-dire que ce sont des politiques publiques qui ont déjà fait leurs preuves. Quand les gens parlent de confinement, c'est parce que ce sont des politiques publiques qui ont fait leurs preuves quelque part. Et c'est pour ça qu'on a donc tendance à les répliquer et à les dupliquer. Donc, sur la question des traitements traditionnels, je suis sûr que 95% des Camerounais ne sont pas défavorables aux produits. Nous tous, on a probablement été purgés dans l'enfance. Nous tous, on a pris un produit. Mais il faut que ce soit, c'est-à-dire que pour qu'un gouvernement sérieux se penche sur un produit, il faut que ça fasse. Il y a des pays, il y a eu des présidents, des dirigeants dans ce pays, dans ce monde, qui ne croyaient pas au Covid, hein, qui avaient leurs propres convictions. Mais beaucoup sont partis. Beaucoup ont été balayés. Ça veut dire que tu aies tes convictions personnelles ou pas, en tant que dirigeant, en tant que responsable, vous devez appliquer des politiques publiques qui ont fait leurs preuves. Et donc, même en tant que nous médecins, quand vous me voyez, je vais vous prescrire un produit qui est dans le protocole national ou qui a fait une preuve. Maintenant, c'est libre à vous, dans votre parcours, ce que moi j'appelle les thérapies des médicaments, c'est des adjuvants. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que la question n'est pas binaire. C'est des adjuvants. Ça veut dire que nous, on a moi, parce que j'ai un couloir privilégié sur l'accès aux médicaments de Cléda et tout. Quand un patient me dit, docteur, est-ce que en plus de traitement, si je peux prendre Cléda, c'est comme vous voulez, hein? Vous faites comme vous voulez. Mais ce n'est pas moi qui vais lui prescrire. Et ce n'est pas moi qui vais lui dire que ne prends pas, et tout ça, parce que la guérison est un tout. Donc, sur vous savez, la médecine moderne qu'on est aujourd'hui, parfois en train de jouer hégémonie, ou les films pharmaceutiques dont on tape dessus, il faut aussi avoir le recul de leur dire merci, de voir les progrès. En 1900, l'espérance de vie au Cameroun, c'était 30 ans. En 1960, l'espérance de vie au Cameroun, c'était 45 ans. Aujourd'hui, nous sommes à presque 58 ans, presque 60 ans. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui augmente l'espérance de vie? C'est d'abord, l'amélioration de l'hygiène, deux, les progrès médicaux, trois, les vaccins, et quatre, l'amélioration des conditions de vie. Donc, la médecine moderne a fait un bond de géant sur l'humanité. Il y a des pays qui ont des espérances de vie de 85 ans, de 90 ans. Ce sont des pays où la médecine moderne est très évoluée. Ils sont venus, avant qu'ils arrivent, on avait nous-mêmes bon, comment on se débrouillait et tout, je ne sais pas. Mais sur le plan statistique, on n'avait pas une très grande espérance de vie. On utilisait déjà et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas poser la question de façon binaire. Soit tu es moderne, soit tu es traditionnel. Les deux, entre guillemets, sont complémentaires dans les limites de l'efficacité et de l'innocuité. Parce qu'il faut bien le dire, de l'innocuité. Aujourd'hui, au Cameroun, les maladies rénales ont explosé. Le nombre de personnes qui étaient sous insuffisance rénale, vous voyez, dans les années 80, aujourd'hui, a explosé. Hein? Les gens sont
et tout. C'est-à-dire que parfois, vous avez un grand contingent de gens qui sont sous dialyse, sous insuffisance rénale, et tout ça, c'est des gens qui ont pris des produits non contrôlés, dont on ne sait pas quelle est la composition, quels sont les dosages, quelle est la conservation. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'un produit traditionnel est disponible qu'il faut le prendre. C'est pour ça qu'on revient sur des questions de sciences fondamentales. C'est-à-dire que vous avez identifié le principe, maintenant il faut dire les dosages, il faut dire ceci, il faut dire comment on va conserver, quelle est la date de péremption, et ainsi de suite, parce qu'il s'agit des vies des gens. Il s'agit des vies des gens et qu'on ne peut pas comme ça, sur des questions de fierté nationale, sur des questions d'afrocentrisme, de dire que nous aussi on peut, et tout. Amenons la médecine traditionnelle vers la science. On va la conditionner et peut-être, ayant donc fait cette jonction traditionnelle et la science, on va peut-être enseigner quelque chose à l'humanité. Docteur Franquam, tu l'approches. Écoutez, j'aimerais d'abord faire une petite correction hein, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On soigne, la Covid se soigne. Il y a des patients qu'on soigne tous les jours et parfois des patients très graves. Oui. Le problème avec la pandémie actuelle, c'est que premièrement, le virus est très contagieux et il mute. Si le virus, on était sûr qu'il ne mutait pas et qu'il n'était pas aussi contagieux, je ne suis même pas sûr qu'il y aurait eu la polémique actuelle. Nous, on soigne des gens tous les jours. Le problème, c'est deux choses. Comme les gens viennent à l'hôpital parfois très tard, du coup, ça augmente le nombre de décès. Et deuxièmement, comme j'ai dit, le virus passe très rapidement d'un individu à un autre et il est susceptible de muter. Je lisais encore tout à l'heure qu'il paraît que dans une région française, on a trouvé un nouveau variant. Et il y a même, on parle même bien de recombinant. Recombinant, ça veut dire que deux variants se mettent ensemble. On ne sait même pas encore jusqu'où on peut aller. Vous voyez un peu. Et c'est ça le problème avec cette pandémie. On peut la soigner, mais voilà, l'autre difficulté, c'est qu'on se rend compte que les patients de cette deuxième vague sont plus difficiles à soigner que les patients de la première vague. La première vague, même avec des grosses... Juste pour t'aider, le taux de guérison est à 81% en ce moment, les chiffres, alors que c'est de 95 voilà. Et tout ça. Et même aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Je suis même sûr que si on ne prend que les gens de la deuxième vague, parce que ça c'est 81% parce qu'on prend tout le monde. Je suis sûr que si on ne prend que les gens qui ont été infectés depuis décembre, je suis sûr que le taux de guérison va beaucoup chuter parce que je vous assure, c'est très difficile de les soigner. À la première vague, en 3 jours, vous avez, même avec des grosses atteintes pulmonaires, vous sortiez un patient de l'oxygène. Aujourd'hui, vous faites parfois 2 semaines avant de pouvoir sortir un patient mis sur oxygène. C'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça qu'on dit on peut soigner, mais il faudrait que tout le monde nous aide. Comme Dr. Etoile l'a dit, on ne peut pas dire aux gens de ne pas prendre leur décoction traditionnelle. Mais notre problème principal, parce que la médecine, le premier principe, primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Lorsque vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez donner à votre patient ne va pas lui nuire, le médecin va toujours s'abstenir de lui donner. Parce que comme il n'est pas sûr qu'il n'y a pas de nuisance, il va dire, je préfère donner quelque chose dont je maîtrise tous les effets secondaires. C'est pour ça que vous voyez, la plupart des médecins sérieux vont vous recommander de vous faire vacciner. De prendre les médicaments de l'hôpital. Parce qu'au moins, on peut prévoir l'effet secondaire qui va survenir. Donc, si les gens veulent aller vers la médecine traditionnelle, nous, on ne va pas les en empêcher, mais nous leur disons juste, lorsque vous avez des symptômes, faites-vous dépister. S'il vous plaît, venez à l'hôpital, prenez notre médicament. Si vous voulez après prendre ce que vous voulez, ça vous engage. Mais je vous assure, en faisant ça, parce que beaucoup de gens qui arrivent ont pris déjà beaucoup Juste pour compléter, je pense en un mot, pour dire ce qui définit la science, c'est 2 choses. Premièrement, la prédictibilité. Deuxièmement, la reproductibilité. Ça veut dire que pour qu'on dise quelque chose de scientifique, c'est qu'il faut que dans les mêmes contextes, qu'on puisse se reproduire. Et que si on vous a donné quelque chose, qu'on puisse prévoir. Il ne faut pas que je suis praticien, il n'y a que moi. Si ce n'est pas moi, tel autre, ça ne peut pas donner. Si on a donné à Bafoussam et qu'on arrive à Garoua, ça ne donne pas. Si on a donné ceci, on ne sait pas comment ça va donner demain. Donc c'est pour cela, c'est une invite, vraiment, je suis très sérieux, à ce que les traditionnels puissent vraiment migrer vers la science.
Sur la fin, Oui, traditionnelle séance pouvoir public, et puis on prend le docteur Marie Baga qui termine. d'accord. Je veux rebondir un peu sur le sujet relatif des insuffisances rénales. Lui-même, il en a reconnu qu'il y a eu l'accroissement en termes de patients souffrant d'insuffisance rénale. C'est la médecine moderne qui peut être responsable. On ne peut pas accuser. Il n'y a rien qui prouve. C'est qu'il y a un contingent. Je vais finir. Je n'ai pas dit que c'est... Laissez-moi développer. En même temps, on n'a Il y a un pas, contingent. Vous avez on n'a bien pas organisé un combat entre... En 1960, 1970, 80, 90, il y avait la médecine traditionnelle, mais il n'y avait pas des insuffisances rénales. C'est la vente illicite des médicaments, des molécules de la médecine moderne qui se fait dans tous les carrefours, qui accentue cette histoire. Pour moi, c'est ma vision. Je ne nie pas qu'il peut y avoir des erreurs qui viennent de la médecine traditionnelle, mais on ne peut pas... Les torts sont partagés. Voilà, on ne peut pas porter ces chapeaux à la médecine, parce que mes confrères vont me taper dessus si je ne parle pas ainsi. Bon, maintenant, en même temps, il ne faut pas parler pour les dédouaner uniquement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il fait du corporatisme. Docteur Mohamedou Aminou, que je suis, est entouré de plus de 6 médecins au Cameroun. Médecin moderne. Moderne. Je parle du docteur Tapa, tous ces docteurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler avec. Et donc, mes principes actifs sont allés même jusqu'à dans leur cabinet. Et ils m'ont accompagné dans l'observation médicale. Parce que dans notre jargon de la médecine alternative, nous parlons de l'observation médicale. C'est-à-dire permettre à ce qu'on observe le patient avant, après et la suite à donner. C'est pour dire que, pour conclure, le gouvernement doit mettre l'accent vraiment et qu'il doit être sérieux dans l'accompagnement qu'il veut mettre à la disposition des tradipraticiens. Et qu'il faut éviter que chaque ministre vienne avec son tradipraticien à lui, à qui il veut donner de la visibilité, mais qu'on laisse la place à des acteurs qui sont capables d'assumer. J'ai dit d'assumer. En Chine, quand un tradipraticien assume un médicament, si elle est l'objet des morts sur les malades, il peut être condamné à mort. Pourquoi ne pas instituer cela chez nous ici? Ainsi, ça va développer et les charlatans vont simplement démissionner. Donc, il y a beaucoup de moyens pour permettre à ce que notre secteur soit assaini. Et que ces médecins soient aussi disponibles d'échanger avec nous, que le regard du médecin formé 7 ans après le bac est bien, mais qu'ils comprennent que nous aussi, on fait parfois 30 ans de formation et qu'on observe au fil du temps de voir comment quelqu'un peut naître ou quelque chose peut être développé sur un malade et réussir à faire partir cette masse et réussir à permettre au patient de continuer à vivre. Tout ce qui intéresse le malade, c'est la guérison. Ça c'est clair. Voilà. Docteur Marie Baga, pour terminer sur l'approche entre les deux options. Oui, je dirais que mes collègues de la médecine moderne qui sont sur le plateau sont ils sont très durs avec la médecine traditionnelle. Je comprends, nous sommes dans des temps très difficiles. La communication doit être claire que quand on est malade, on va à l'hôpital, c'est contrôlé, c'est prévisible, c'est reproductible, je comprends. Mais d'un autre côté, je pense que pour conclure, le gouvernement, chacun à son niveau. Au niveau où la médecine moderne en est aujourd'hui, la médecine traditionnelle camerounaise n'en est pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas une attention. L'attention qu'on devrait la donner, on devrait pouvoir lui donner des moyens, comme le panéliste a dit tout à l'heure, de pouvoir répertorier déjà ces principes actifs, les codifier, pour que ce soit lisible par les autres et potentiellement reproduisable. Voilà le mot. Donc, de ce point de vue, je pense qu'elle mérite une attention parce qu'il y a des possibilités thérapeutiques de l'autre côté. Cependant, on reconnaît aussi que la médecine moderne a pris
beaucoup d'avance aujourd'hui sur cette médecine traditionnelle au point où c'est elle qui est la référence. Et en temps de crise comme celui-ci où nous sommes, on communique généralement en termes de ce qu'on connaît et qui est prédictible et qu'on peut aussi traiter les effets secondaires. Le collègue a dit tout à l'heure que tous les médicaments qui sont sur le protocole utilisé au Cameroun aujourd'hui sont les médicaments connus, dont les effets secondaires sont connus et qu'on peut éventuellement mitiguer en cas de besoin. Donc, de ce point de vue, les deux médecines ne sont probablement pas incompatibles, elles peuvent marcher ensemble, mais cependant, notre pays a un problème qui est au-delà de la médecine traditionnelle ou alors moderne, c'est qu'elle ne finance pas assez des recherches dans le sens d'autonomiser le Cameroun thérapeutiquement, et quand bien elle le ferait, il faudrait qu'elle regarde des deux côtés également. C'est ce que j'aurais pu dire en guise de conclusion. Merci infiniment à vous qui êtes resté également pour accompagner cet échange. Docteur Roger Toit, docteur Franck Kwam, docteur Jeannette Bourguin, Mamadou Laminou. Merci. Merci à vous également à la maison, évidemment, qu'elle soit traditionnelle ou moderne. Je crois que nous sommes tous unanimes dessus. Les mesures, il vaut mieux prévenir, ça se dit, prévenir vaut mieux que guérir. Portez vos masques, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains ou alors utilisez les gels hydroalcooliques. Bref. Hydroélectrique. Non. Bref, respectons les mesures barrières. Ça vaut mieux que d'attendre la maladie. Bonsoir et à mardi prochain.